Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et notre ami le professeur Marandi est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé lors de la réunion au sommet de l'OCS. Nous avons eu une rencontre entre le président iranien Massoud Pezeshkian et le président russe Vladimir Poutine, au cours de laquelle il a déclaré que l'accord entre l'Iran et l'Union économique eurasiatique sur le libre-échange constitue une nouvelle avancée majeure dans le développement de notre relation, ce que nous saluons. J'ai personnellement pris en main la mise en œuvre de tous les accords conclus entre nos pays. L'Iran et la Russie, bien entendu, feront tout leur possible pour lever tous les obstacles sur cette voie. Quelle était la nature de la rencontre entre les deux présidents? Et de quoi parle le président iranien? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens disent en ligne, ou du moins ce que certaines personnes disent en ligne, le président Pezeshkian cherche à renforcer les relations avec la Russie et d'ailleurs avec la Chine. Il vient de rencontrer le président chinois Xi Jinping et après cela, il a rencontré un membre éminent du comité permanent, très proche du président Xi. Ce voyage a été l'occasion pour lui de faire le point sur les accords entre les différentes parties, entre l'Iran et divers pays, dont la Russie, qui est bien sûr un partenaire clé de l'Iran. La rencontre entre le président Pezeshkian et le président Poutine a duré environ 2 heures, ce qui est assez long, compte tenu du fait que tout le monde a un emploi du temps très serré. À l'exception des réunions exceptionnellement longues entre le président Poutine et le président Xi, pour des raisons évidentes, et le premier ministre Modi, car les membres de l'OCS, en particulier les Chinois, qui ont eu des problèmes historiques avec l'Inde, souhaitent l'accueillir et le rapprocher afin de creuser un fossé plus grand entre l'Inde et les États-Unis. Tous les dirigeants présents avaient des emplois du temps très serrés. Mais la réunion de 2 heures entre le président Pezeshkian et le président Poutine, à mon avis, a été une rencontre substantielle. Les deux semblaient très satisfaits des résultats. Le corridor de transport nord-sud, bien sûr, continue de se développer, et les Iraniens avancent beaucoup plus rapidement qu'auparavant pour développer le corridor à l'ouest de la mer Caspienne. Le gouvernement iranien doit acheter beaucoup de terres pour le chemin de fer, et cela coûte bien sûr très cher, car une partie de ces terres appartient à des particuliers. Ils veulent obtenir un bon prix, j'en suis certain, et je suis sûr qu'il y a, vous savez, de nombreux obstacles. Mais des progrès sont réalisés. Cet accord commercial qui a été signé va rendre la circulation des marchandises entre l'Iran et ses États membres beaucoup plus pratique et facile. Je pense que les droits de douane ont été supprimés pour une grande partie des biens importés et exportés entre ces pays membres. Donc il y a cela, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, et il y a aussi les BRICS. L'Iran s'intègre à travers plusieurs organisations avec d'autres États membres, tant en Asie qu'au-delà. Professeur, ce qui était important lors de ce sommet, c'était la manière dont l'Inde essayait d'une certaine façon de se rapprocher de l'organisation, en particulier de la Chine et de la Russie. Pensez-vous que l'Inde est en train de passer de ce qu'elle attendait de l'Occident vers l'Orient, et peut-être de remplacer ce qu'elle cherchait en Occident par ce qu'elle peut trouver en Orient? Eh bien, nous constatons que des hauts responsables américains continuent de dénigrer les Indiens, et cela n'aidera pas. Et je pense que, d'après ce que j'ai vu dans les médias indiens, qui sont uniques, les médias indiens, si vous y jetez un œil de temps en temps,
sont très différents de ceux des autres pays. C'est assez intéressant. Mais on peut voir une colère très visible envers Trump, envers les États-Unis. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'effacer. Je pense qu'il y a eu un changement. Maintenant, jusqu'où cela ira-t-il? Est-ce que Trump va reculer? Parce qu'il a une longue histoire de recul, comme nous l'avons vu. Mais ça, vous savez, je ne sais pas. Mais c'était une étape majeure. Et personnellement, je pense que la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin cette année a probablement été un tournant majeur. Un tournant majeur. Sans doute, dans les années à venir, nous regarderons en arrière et dirons que c'était une réunion très importante. Et l'OCS évolue également. Je ne l'ai pas suivi de très près. La réunion, même si j'étais là il y a seulement une semaine pour un programme à la télévision chinoise. Ces derniers jours, j'ai été occupé, car l'université ouvre, et nous avons toutes sortes de choses à faire. L'OCS ressemble de plus en plus aux BRICS. Elle s'est éloignée de son rôle initial d'organisation axée uniquement sur la sécurité pour devenir une organisation qui traite aussi d'économie, de commerce, de relations culturelles, de relations académiques et de coopération technologique dans le domaine de l'IA. Ainsi, elle devient quelque chose de très différent. Et je pense que cela est dû au comportement des États-Unis, car il s'agit d'un changement très soudain. Si l'on compare avec le dernier sommet, les thèmes dominants sont totalement différents. Je pense que c'est un signe que ces pays, y compris l'Inde, ressentent le besoin d'avoir une alternative qui ne peuvent pas permettre à l'Occident, et en particulier aux États-Unis, d'avoir le monopole du système bancaire international ou le contrôle de ce système, ainsi que le contrôle d'autres aspects de la vie qui freinent la croissance dans différents pays, où ils peuvent mener des guerres sales, des guerres commerciales, et s'en tirer impunément. Je pense qu'il s'agit effectivement d'un tournant. La visite du Premier ministre indien en Chine et la manière dont les Chinois l'ont accueilli, ainsi que les images où Modi se tient debout et rit avec le président Poutine et le président Xi, je pense que c'est hautement symbolique. Et cela, bien sûr, c'est grâce à Trump. Tout comme presque tout ce que nous avons vu ces dernières années est en réalité basé sur ou lié à des erreurs stratégiques du régime de Washington. Ce n'est pas seulement Trump. Biden a rapproché la Russie et la Chine, les poussant dans les bras l'un de l'autre. Il en va de même pour la présidente, enfin, la candidate Clinton, après sa défaite à l'élection. Elle et ses partisans ont lancé toute la supercherie du Russiagate et ont ainsi empêché Trump de se rapprocher de la Russie ou de bâtir des ponts avec elle. Mais Trump lui-même a également, de façon imprudente, détérioré la relation. Ainsi, les États-Unis ont poussé l'Iran vers la Russie vers l'Iran et la Chine vers la Russie. Désormais, l'Inde s'est ajoutée à ce mouvement. Et bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'il en va de même pour le Brésil. Nous avons entendu dire que les Brésiliens souhaitent organiser une réunion extraordinaire des chefs d'État des pays des BRICS. Je ne suis pas certain si cette réunion se tiendra en ligne. C'est ce que j'ai entendu. Je ne pense pas qu'elle aura lieu en personne. Mais je pense que ça montre simplement que ces pays sont tous de plus en plus préoccupés par les États-Unis. Et il faut garder à l'esprit, Nima, qu'il y a 22 ou 23 ans, l'Iran était l'ennemi des États-Unis. Les États-Unis ont fait de l'Iran leur ennemi. Ils l'ont qualifié d'axe du mal, n'est-ce pas? Et en gros, l'Iran était à la tête de cet axe du mal, même si les deux autres pays, dont l'un était l'Irak de Saddam Hussein, qui n'était pas un ami de l'Iran. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les États-Unis ont tellement d'ennemis, et l'Occident s'est créé tant d'ennemis, que cela a donné à des pays comme l'Iran beaucoup plus de marge de manœuvre. À l'époque, les pays avaient peur de collaborer avec l'Iran.
La Chine et la Russie, bien sûr, en étant deux exemples, étaient bien plus faibles qu'aujourd'hui. Il en va de même pour l'Inde. À l'époque, tous les pays du Sud global étaient beaucoup plus faibles. C'est précisément ainsi que les États-Unis ont réussi à faire approuver les sanctions des Nations Unies contre l'Iran au départ. À cette époque, ces pays étaient plus faibles. Ils n'ont pu que modifier la formulation, mais ils n'ont pas pu bloquer les États-Unis. Ainsi, un certain nombre de sanctions de l'ONU ont été imposées à l'Iran concernant son programme nucléaire et son programme militaire. Mais aujourd'hui, ces pays se sont renforcés. Les États-Unis les ont antagonisés, et l'Iran a donc pu établir des relations très solides avec ces différents pays. La lettre publiée hier, la lettre conjointe de la Russie, de l'Iran et de la Chine, indiquait que le snapback tenté par les Européens, la tentative de réimposer les sanctions. Oui, pour rétablir les sanctions ou relancer les sanctions de l'ONU contre l'Iran. La lettre d'hier indiquait que les trois pays ne considèrent pas cela comme légitime. Et c'est très important, parce que tout d'abord, à mon avis, rétablir les sanctions de l'ONU via le mécanisme de snapback, ce qui était une erreur de la part des Iraniens de l'accepter dès le départ. Ils n'auraient pas dû permettre que cela soit inclus dans l'accord nucléaire de 2015, mais cela n'a pas vraiment un impact énorme sur l'économie iranienne. L'effet est très limité, car tout ce qui figure dans ces sanctions de l'ONU est déjà sanctionné par les États-Unis, et bien plus encore. Les sanctions de pression maximale incluent ces sanctions et tout le reste. Donc même si ces sanctions de l'ONU sont rétablies, elles sont déjà appliquées par les Américains et les Européens. Mais même cet impact très limité que cela aura sur l'Iran est atténué par les Russes et les Chinois, car ils disent non. Les Européens détournent le mécanisme de retour automatique. Ils ont violé l'accord nucléaire, contrairement à l'Iran. Ils n'ont pas respecté l'accord. De plus, ils n'utilisent pas le retour automatique conformément aux dispositions prévues dans l'accord. C'est donc quelque chose d'important. Cette lettre signée par l'Iran, la Russie et la Chine n'a pas reçu beaucoup d'attention dans les médias, mais elle est très importante. Elle dit essentiellement que lorsque les États-Unis et les Européens déclareront que les sanctions de l'ONU ont été rétablies, les Russes et les Chinois diront en réalité que non, elles n'ont pas été rétablies. Professeur Marandi, nous nous souvenons du comportement des Européens après l'attaque israélienne contre l'Iran. Au lieu de condamner Israël, ils condamnaient l'Iran. Ils ont dit que c'était une attaque préventive contre l'Iran. Toutes ces absurdités que nous avons entendues de leur part. Mais en ce qui concerne le retour des sanctions, pensez-vous qu'il reste quelque chose en quoi les Iraniens puissent croire vis-à-vis de l'Europe? Parce que je ne sais pas ce que l'Iran pense de l'Europe. En réalité, je pense que cela va nuire à l'Europe plus qu'à quiconque. Parce que, comme je l'ai dit, les sanctions de l'ONU, si elles sont rétablies, sont déjà mises en œuvre par les États-Unis et les Européens. Et si les Russes et les Chinois ne les acceptent même pas, ce qu'ils ont affirmé dans cette lettre, cela signifie que même celles-ci sont dénuées de sens. Et tout le reste qui a été sanctionné va bien au-delà de ces sanctions de l'ONU. Donc, cela n'apportera aucun changement. Cela entraînera des problèmes psychologiques pour le marché iranien dans les semaines à venir. Je veux dire, il ne fait aucun doute qu'il y aura des fluctuations de la monnaie iranienne. Elle va probablement se déprécier dans une certaine mesure. Et puis, quelques semaines après l'entrée en vigueur du soi-disant mécanisme de retour automatique, et selon les États-Unis et les Européens, les sanctions auront été rétablies. Pendant quelques semaines, il y aura probablement encore des fluctuations de la monnaie.
Mais ensuite, au bout d'un moment, les gens se rendront compte que cela n'a rien changé. Donc, pour l'Iran, cela n'aura pas un grand impact. Il y aura probablement un impact psychologique pendant quelques mois, mais c'est tout. Mais pour les Européens, c'est leur dernier espoir d'avoir une quelconque influence à Téhéran. Ils ont brûlé, ils brûlent, et ils brûleront leur dernier pont avec l'Iran. Et c'est très important, car cela les rendra moins importants pour la région, même pour les alliés des États-Unis dans la région, ou les proxys américains, comme les pays du Golfe Persique, qui sont essentiellement des proxys des États-Unis, le Qatar, les Émirats, le Koweït ou la Jordanie, car les Européens n'auront plus aucun lien particulier avec Téhéran. Le JCPOA a toujours, depuis 10 ans, servi de plateforme permettant aux Iraniens et aux Européens de continuer à dialoguer. Désormais, si cela n'existe plus, ils n'ont plus aucun statut particulier, même vis-à-vis des Américains. Ils deviennent donc tout simplement moins importants. Les Européens ont ainsi brûlé leur pont avec Téhéran. Ils ont brûlé leur pont avec les Russes. Ils ont brûlé leur pont avec les Chinois. C'est cela qui les a rendus si insignifiants. C'est pourquoi on a vu des images de dirigeants européens assis comme des écoliers devant Trump à la Maison-Blanche, parce qu'ils manquent d'importance sur la scène mondiale. À l'avenir, l'Europe n'aura donc aucun rôle particulier dans la relation entre l'Occident et l'Iran, ni en ce qui concerne la région. L'Europe est hors de l'équation. Ils ont été expulsés. Ils n'auront plus que quelques ambassades ici. Les gens obtiendront des visas, iront rendre visite à leur famille, feront peut-être un peu de commerce, mais ce ne sera probablement pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose à offrir, et il y a de toute façon tellement de sanctions. L'Europe se tire une balle dans le pied, mais elle ne le voit pas ainsi parce qu'elle est encore trop arrogante. Elle vit encore dans le passé. Elle pense toujours être le centre du monde. Quand je suis allé en Chine la semaine dernière, j'ai visité différentes villes en Chine, dans le sud, le nord et le centre, mais je n'étais jamais allé à Tianjin. Tianjin est bien plus avancé que n'importe quelle ville européenne que j'ai jamais vue, ou que n'importe quelle ville américaine ou nord-américaine que j'ai pu voir. Alors vous savez, qu'est-ce que l'Occident a à offrir? Ils sont essentiellement en train d'antagoniser tout le monde. Ils se rendent eux-mêmes moins significatifs politiquement. Ils ne sont pas très importants économiquement. Donc c'est juste une incitation supplémentaire pour encourager l'Iran à accorder plus d'attention à l'Organisation de coopération de Shanghai. Certaines personnes en Iran, comme vous le savez et comme vos téléspectateurs le savent, en particulier parmi les libéraux, ont toujours eu l'espoir d'entretenir de meilleures relations avec l'Occident. Eh bien, ils perdent cet espoir maintenant. Et donc même eux, comme nous le voyons, disent désormais, nous devons repenser nos politiques envers la Chine, bien sûr la Russie, et bien sûr les pays du Sud global. Des personnes qui ne disaient jamais cela auparavant ont commencé à le dire, surtout depuis la guerre, quand les Européens ont soutenu Israël pendant la guerre, quand l'Agence internationale de l'énergie atomique a menti pour justifier la guerre, puis a échoué à condamner les Israéliens, et quand les Américains négociaient tout en conspirant secrètement pour attaquer l'Iran. Nous avons vu des libéraux et des conservateurs du courant dominant, de l'establishment, tous soutenir la guerre. Cela a créé un nouvel environnement en Iran. Et je pense que la mort du JCPOA, chose que les Européens sont en train de provoquer, sera le dernier pont à s'effondrer. Et cela, d'une certaine manière, libérera l'Iran, car alors les Iraniens diront « Très bien, nous n'avons plus aucun pont. Concentrons-nous sur ce que nous avons. » Et l'Organisation de coopération de Shanghai est un excellent cadre pour poursuivre cette politique. Et le TNP? Quelle serait la politique de l'Iran à l'égard du TNP?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Nous devrons attendre et voir. Aucune décision n'a été prise. Le Parlement a adopté une loi pour que l'Iran quitte le TNP. Mais le président du Parlement, je crois, dans un discours qu'il a prononcé aujourd'hui au Parlement, disait en gros qu'une décision était en cours d'élaboration, je suppose, par le Conseil suprême de sécurité nationale. Je pense qu'il demandait essentiellement aux parlementaires de ralentir un peu. Ce que nous avons déjà, c'est une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous ne travaillons plus avec eux. Nous ne coopérons plus avec eux. Il y a eu un malentendu. Certaines personnes ont cru que l'Iran avait reculé et autorisé les inspecteurs à entrer en Iran. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, si je ne me trompe pas, c'est que 2 inspecteurs sont venus en Iran, mais c'était pour le réacteur nucléaire de Bushehr. Le réacteur nucléaire de Bushehr a été construit par les Russes. Et ils construisent 2 autres unités sur le site du réacteur. Ils sont donc en train d'agrandir le réacteur nucléaire. Les Russes, puisqu'ils coopèrent avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, doivent faire surveiller leurs travaux sur le réacteur nucléaire. Ainsi, les Iraniens ont permis à ces inspecteurs de venir en Iran et de se rendre à Bushehr afin de surveiller le processus de ravitaillement. Cela concerne donc la Russie, pas l'Iran. Puisque le réacteur est iranien et se trouve en Iran, ils viennent en Iran. Mais en ce qui concerne les sites nucléaires iraniens, des sites exclusivement iraniens, il n'y a aucune coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera une étape supplémentaire. Je ne sais pas quelle sera cette étape, ni si elle impliquera directement l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais il va se passer quelque chose à ce sujet. Je pense que l'une des principales préoccupations de l'Iran, de la Russie et de la Chine concernait la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les 2 pays étaient présents au sommet de l'OCS. Le président iranien a également discuté de ce sujet avec le président turc Erdogan. Comment percevez-vous la manière dont la Russie, la Chine et l'Iran considèrent ce qui se passe? Pensez-vous qu'ils ont, je suppose séparément, discuté avec ces pays de la situation là-bas, compte tenu de l'importance de cette région pour l'initiative, la ceinture et la route également? Eh bien, la Russie, l'Iran et la Chine ne sont pas satisfaits. Certains ont affirmé que la Chine était satisfaite de cette situation, avec une sorte d'arrangement qui serait effectivement contrôlé par les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. Les Chinois ne veulent pas que les États-Unis exercent un quelconque contrôle sur un corridor qui serait lié à l'initiative La Ceinture et la Route. C'est tout l'enjeu. L'initiative La Ceinture et la Route, proposée par la Chine, a commencé après un article écrit par le professeur Wang Jixi de l'Université de Pékin, intitulé « Marcher vers l'Ouest ». Cet article était une réponse au pivot vers l'Asie d'Obama. En gros, l'article disait que si les États-Unis veulent se tourner vers l'Asie, nous devrions nous tourner vers l'Ouest de la Chine, et non vers l'Occident au sens des États-Unis et de l'Europe. Et cela signifie l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Ouest et l'initiative La Ceinture et la Route qui découle vraiment de cette idée. Il s'agit donc d'une réponse au comportement agressif et aux actions hostiles des États-Unis envers la Chine. Ils veulent établir des réseaux à travers l'Asie pour le commerce et les affaires qui ne peuvent pas être perturbés par les États-Unis et leurs alliés, afin de garantir une meilleure sécurité. Bien sûr, l'OCS a été initialement créé davantage comme une organisation de sécurité pour accompagner la montée de l'initiative La Ceinture et la Route et pour assurer la sécurité. Car encore une fois, l'Occident a soutenu l'État islamique et Al-Qaïda, comme en Syrie, en Libye, en Afghanistan et ailleurs, contre l'Iran, contre l'Irak.
Nous voyons ces terroristes assassiner des gens en Russie. Ils veulent donc la paix afin que l'essor de l'Asie ne puisse pas être perturbé par l'OTAN. Évidemment, les Chinois ne veulent pas que les Américains contrôlent quoi que ce soit en lien avec le réseau commercial asiatique, car cela pourrait représenter une menace pour la sécurité de la Chine, de l'Iran, de la Russie et de tous les pays membres de l'OCS et au-delà. Les Iraniens et les Russes ne le souhaitent évidemment pas non plus, car la Russie lutte contre l'expansionnisme de l'OTAN et l'Iran est tout aussi préoccupé. Il y a donc eu une certaine résistance. Nous voyons que les Russes ont bombardé en Ukraine des actifs appartenant à l'OTAN, causant d'énormes dégâts. On m'a dit que les dégâts s'élevaient à des centaines de millions de dollars, au moins 200 millions de dollars. Et puis on a vu des personnes arrêtées en Russie, liées à l'ANIF, des gens du milieu criminel russe. Et bien sûr, les Iraniens ont également mis en garde l'Azerbaïdjan, enfin le régime en Azerbaïdjan, contre toute politique susceptible d'affaiblir la souveraineté de l'Arménie. Le président iranien vient tout juste de se rendre en Arménie. Donc, je pense qu'il faudra de plus en plus attendre et voir ce qui va se passer. Les Arméniens ont donné des assurances à l'Iran. Les Iraniens développent leur propre itinéraire à travers l'Arménie, une alternative à celui de la République d'Azerbaïdjan, qui passera par l'Arménie, puis par la Géorgie jusqu'à la mer Noire, et également vers la Russie elle-même. Mais cela, vous savez, est en soi, je pense, ironiquement, quelque chose qui rapproche l'Iran et la Russie, et rapproche aussi l'Iran, la Russie et la Chine. Parce que tout ce qui vise à renforcer la présence de l'OTAN en Asie centrale ou en Asie est quelque chose à laquelle tous ces pays sont sensibles. Et bien sûr, Erdogan, c'est l'OTAN. Il est un allié des États-Unis. Il n'a jamais poursuivi une politique. Je veux dire, contrairement à ce que certains de ses partisans prétendent, ou à ce que certaines activités en Syrie voudraient nous faire croire, ou à ce que leurs alliés en Occident voudraient nous faire croire, ces politiques au fil des années ont été en accord avec celles de Washington. Ce qu'il a fait à la Syrie, la destruction de la Syrie, le massacre de centaines de milliers de Syriens, était conforme à la politique de l'OTAN. Et ces politiques, dans le nord de l'Irak et dans le Caucase, sont également alignées sur la politique de l'OTAN. Cela va donc aussi inquiéter la Chine. Je ne sais donc pas comment cela va évoluer, mais il y a une sensibilité croissante, disons, à ce qui se passe entre l'Arménie et les États-Unis, parmi l'Iran, la Russie et la Chine. Israël a attaqué le Yémen et a tué le premier ministre du Yémen, ainsi que les membres de son cabinet. Et en ce qui concerne la souffrance qu'ils peuvent infliger au Yémen par ce genre d'activité, je ne sais pas. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne fonctionne pas. Même ceux qui soutiennent Israël, qui défendent Israël, ne voient aucun avantage à cette action. Quelle est la mentalité du gouvernement, le gouvernement Netanyahou, qui poursuit ce genre d'assassinat dans d'autres pays? Une indifférence totale envers la vie des Arabes, envers les personnes qui ne sont pas choisies. Ils s'en moquent. L'Occident aussi. L'Occident ne réagirait pas si les Israéliens bombardaient Téhéran aujourd'hui. Ils s'en moquent. Si demain matin, nous apprenons qu'il y a eu de vastes raids aériens en Irak, y aura-t-il des sanctions? Quelqu'un va-t-il punir le régime israélien? Non. Si les Israéliens bombardent Beyrouth demain, massivement, s'ils déclenchent une nouvelle guerre au Liban, vont-ils être sanctionnés? Vont-ils se voir refuser des financements et des armes? Non. L'Occident ne fera rien de tout cela. Donc Israël peut faire ce qu'il veut. Et le régime israélien est raciste. Et ce n'est pas seulement Netanyahou, ni seulement ses alliés fanatiques. L'immense majorité des gens en Palestine,
en Palestine occupée, les sionistes, l'immense majorité d'entre eux soutiennent le génocide. Sondage après sondage après sondage l'a prouvé. Et ce sont des sondages réalisés par eux-mêmes. Donc, dans le cas du Yémen, ils n'ont tué aucune des structures de commandement et de contrôle. Vous savez, les personnes travaillant dans ces structures. Ils n'ont pas détruit, disons, de conseil militaire. Ils n'ont tué aucun membre d'un conseil militaire. Il s'agissait d'un gouvernement civil. Le premier ministre, d'ailleurs, Nima, n'est pas originaire du nord du Yémen. Il vient du sud du Yémen, probablement d'Aden, je suis pas sûr, mais il vient du sud du Yémen. Ce n'est pas un Houthi. Il n'est même pas zaïdi. Il est sunnite. Et cela, je pense, reflète le fait que le Yémen et Ansarullah ne sont pas des Houthis. Ce ne sont pas un groupe. Ansarullah est une organisation politique qui englobe l'ensemble du Yémen et qui est soutenue à travers tout le pays et désormais dans le monde entier. Les populations de la région et au-delà considèrent Ansarullah comme des héros. Et l'assassinat de ces personnes, à mon avis, ne fera que rapprocher davantage le peuple yéménite. Le sang du Premier ministre et de ses ministres a été versé pour la cause de la Palestine. Cela n'aura aucun impact sur les capacités militaires du Yémen. Au contraire, cela va encore plus unir le pays. Ces personnes seront bien sûr remplacées, tout comme en Iran, lorsque les commandants militaires ont été assassinés. De nouveaux commandants ont pris leur place. Et en quelques heures, l'Iran ripostait. Donc je pense que le régime israélien se trompe dans ses calculs. Je l'ai souvent dit. Je pense que le régime israélien enchaîne les erreurs de calcul. Si le régime israélien, bien que sinistre, était rationnel, il aurait mis fin à ce génocide en décembre 2023, au plus tard, même avant la plainte sud-africaine devant la CIJ. À l'époque, la CIJ avait essentiellement déclaré qu'il s'agissait très probablement d'un génocide, il y a presque 2 ans. Si les Israéliens avaient mis fin à ce génocide à ce moment-là, les médias occidentaux mentaient encore sur les décapitations, les viols et tout cela. Et ils auraient bénéficié de la sympathie des populations occidentales qui n'auraient pas connu la vérité. Et ils auraient pu dire, nous avons puni le Hamas, le djihad islamique et d'autres alliés qu'ils ont à Gaza. Et ils auraient pu dire, nous avons gagné. Je pense que dans ces circonstances, on pourrait soutenir que les Israéliens auraient gagné malgré les pertes subies le 7 octobre et dans les semaines qui ont suivi. Mais maintenant, je pense que c'est simplement une défaite. Le régime est de plus en plus méprisé et il le montre à tout le monde dans la région. Et c'est vraiment intéressant de constater que l'Occident ne se soucie même pas du fait que le Premier ministre du Yémen a été assassiné dans la capitale, avec son cabinet civil, le ministre des Routes, le ministre de l'Éducation. Voici les personnes qui ont été assassinées. Ils s'en moquent parce que, pour eux, nous ne valons rien non plus, comme je l'ai dit plus tôt. Nous sommes tous des Amalécites. Mais les gens de la région le remarquent, et les gens au Yémen le remarquent, et beaucoup de personnes dans le sud global le remarqueront. Donc ce n'est qu'une preuve supplémentaire, montrant qu'Israël ne peut pas rester dans cette région. Cette région ne peut pas avoir d'Israël. Ce sera toujours une source d'instabilité. Ce sera toujours une source de danger. Le suprémacisme, où qu'il soit, sera toujours agressif envers ceux qu'il considère comme inférieurs. Que pensez-vous de ce qui se passe en Irak, étant donné que les États-Unis déplacent leurs ressources et d'une certaine manière leurs armes vers les zones turques? De quoi s'agit-il exactement? Allons-nous assister à une nouvelle attaque israélienne contre l'Iran, ou s'y prépare-t-il?
Je ne suis pas sûr que cela soit directement lié à une attaque israélienne contre l'Iran, mais je pense que c'est davantage lié à la possibilité de raviver Daesh et de provoquer de l'instabilité en Irak. Les États-Unis et les Européens ont toujours voulu, conformément aux besoins du régime sioniste, affaiblir la région. Et le meilleur moyen d'affaiblir la région, c'est la fragmentation. L'Irak est un pays où la population est très nombreuse. C'est un pays riche grâce à ses ressources naturelles. Et cela, bien sûr, comme vous le savez, actuellement, l'Irak produit beaucoup de pétrole. Ces relations croissantes avec la Chine et les pays asiatiques sont évidentes pour tous. Un Irak fort n'est évidemment pas dans l'intérêt du régime israélien, et donc pas non plus dans l'intérêt des élites occidentales. Je pense donc que les Américains conspirent pour affaiblir le gouvernement central irakien. Ils font pression de manière très forte contre le gouvernement pour affaiblir les forces de mobilisation populaire, voire les dissoudre complètement. Il y a actuellement une énorme querelle et beaucoup de pression exercée par les Américains sur les Irakiens. Et bien sûr, nous savons que les forces de mobilisation populaire ont été essentielles dans la défaite de Daesh. Lorsque Daesh était sur le point de submerger tout l'Irak, que Bagdad était sur le point de s'effondrer, tout comme Erbil, les Iraniens, le Hezbollah et les forces de mobilisation populaire nouvellement formées ont commencé à repousser les terroristes. Ce que les Américains aimeraient voir, c'est un Irak instable. Et je pense que cela a plus à voir avec cela qu'avec toute autre chose. Car dans une autre guerre entre l'Iran et Israël, ou lors de futures attaques, les forces terrestres américaines auront très peu de rôle à jouer. À moins, bien sûr, que la guerre ne s'étende et que la population irakienne ne se soulève. Mais je pense qu'en réalité, la guerre consisterait en des échanges de missiles iraniens et israéliens, ainsi que de drones, au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Ce qui est plus important que les bases américaines en Irak, ce sont les bases américaines en Turquie, qui sont essentielles, ainsi que les bases américaines dans le Golfe Persique. Ce sont toutes des bases clés utilisées pour soutenir le régime israélien, à la fois sur le plan défensif et offensif. Il est très triste de voir comment les régimes du Golfe Persique aident en fait le régime israélien et les Américains, tout comme le gouvernement turc, à travers leur coopération, qu'il s'agisse de commerce, d'affaires ou de coopération militaire. Ils aident directement et indirectement ce régime israélien. Il y a, je dirais, ce qu'on pourrait appeler des mouvements silencieux, entre guillemets, mais ils ne sont pas silencieux. À mon avis, ils sont tellement grands et massifs. L'un d'eux se déroule actuellement à Bahreïn. Les manifestations contre le gouvernement à Bahreïn, les gens ne sont pas satisfaits de la situation. Pensez-vous que ce type de mouvement va se développer au Moyen-Orient, avec des gens qui sortent pour s'exprimer? Eh bien, les habitants de Bahreïn sont très en colère que le régime entretienne des relations ouvertes avec les Israéliens et qu'il développe cette relation. Et les protestations sont bien sûr dirigées contre le fait que le régime est si profondément impliqué, engagé auprès des États-Unis et du camp occidental, à un moment où ce génocide a lieu, il se poursuit. Mais je ne sais pas comment cela va se terminer. Car les Saoudiens, ce qu'ils ont fait par le passé, c'est qu'ils ont fait venir des forces et ont aidé à écraser le peuple de Bahreïn. Et l'Occident a toujours soutenu l'écrasement du peuple de Bahreïn. Lorsqu'il y a eu une révolution à Bahreïn, l'Occident est resté spectateur et a soutenu la répression de la population. Cependant, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les mois à venir dans cette région, car la région est pleine de dictatures, des dictatures familiales. Et les populations de ces pays, leurs opinions sont en désaccord avec celles de leurs dirigeants.
Mais c'est uniquement parce qu'il s'agit d'États policiers qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Et nous avons vu, lors du printemps arabe, comment soudainement les peuples se sont révoltés. Et ce que l'Occident a fait, c'est qu'il a, avec ses dictatures du Golfe Persique, Fatah, les Saoudiens, les Émiratis et d'autres, organisé une contre-révolution. Ainsi, alors que les peuples réclamaient la liberté et la dignité, ils ont poussé, ils sont allés renverser la Libye. Et finalement, nous avons vu la sale guerre en Syrie. Mais toutes les autres dictatures ont finalement été préservées. Toutes les dictatures du camp américain ont été préservées à cause de la naïveté de certains qui pensaient que soutenir la politique occidentale dans cette région leur serait bénéfique. Les gens de cette région. Certaines personnes qui ont soutenu la sale guerre en Syrie ou en Libye ont en réalité aidé les Israéliens, au mieux sans le vouloir. Donc je pense que ce que nous voyons à Bahreïn est quelque chose dont l'Occident devrait s'inquiéter. C'est aussi quelque chose dont ces dictatures devraient se préoccuper, car à un moment donné, quelqu'un pourrait prendre une initiative ou faire quelque chose qui déclenche d'autres mouvements. Et alors les choses pourraient rapidement devenir incontrôlables. C'est ce qui s'est passé pendant le printemps arabe. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, et cela a conduit aux événements en Égypte. Aujourd'hui, la situation est bien pire qu'à l'époque. À l'instant, il y a seulement quelques heures, ils ont tué plusieurs enfants qui attendaient de l'eau à Gaza. C'est ce que nous voyons jour et nuit. Et à un moment donné, je pense que la situation va exploser. Et quand cela arrivera, je pense que l'Occident aura de gros problèmes dans cette région. Professeur Marandi, l'attaque contre l'Iran, l'attaque israélienne contre l'Iran, pensez-vous que cela a modifié la mentalité iranienne concernant la manière dont ils devraient se comporter, la façon dont ils devraient décider de leur politique, ainsi que les politiques immédiates du gouvernement, notamment en matière de défense? Nous avons désormais en Iran un nouveau conseil, un conseil de défense, qui travaille avec le Conseil de sécurité iranien et qui est sous son contrôle. Qu'a appris l'Iran de l'attaque israélienne? Et dans quelle mesure l'Iran est-il prêt à se défendre ou à modifier sa mentalité en réponse à toute nouvelle attaque contre l'Iran? Je pense qu'il y a eu un changement radical en Iran. Tout d'abord, parmi la population iranienne, il existe un scepticisme envers l'Occident qui est bien plus fort qu'avant la guerre et qui touche désormais de nouveaux pans de la société. Les libéraux, comme je le disais, beaucoup de personnes libérales et tournées vers l'Occident, ce scepticisme s'est accru chez eux. Je pense que c'est très important. Les Iraniens ont constaté que leurs missiles et leurs drones étaient très efficaces et ils vont donc investir davantage dans ce domaine. Ils investiront probablement aussi dans différentes sortes de défense aérienne, car il ne s'agit pas seulement de l'anti-aérien. Les avions israéliens n'ont pas survolé l'Iran. Ils ont tiré des missiles depuis l'Irak et leurs drones sont entrés en Iran. Ils devront concevoir un mécanisme de défense aérienne adapté à la réalité de la guerre de 12 jours. Il y aura évidemment davantage de dépenses militaires. Le gouvernement et les forces armées sont en train de se restructurer. Vous avez mentionné le Conseil de défense au sein du Conseil suprême de sécurité nationale. Il s'agit d'un conseil plus restreint, ce qui permettra de prendre des décisions plus facilement et de les garder plus secrètes, car moins de personnes seront impliquées. L'armée se restructure pour remédier aux lacunes rencontrées pendant la guerre, et il en va de même pour le gouvernement lui-même. Les actifs importants seront placés dans des lieux plus sûrs, et les faiblesses dont souffrait l'armée seront corrigées. Bien entendu, les défaillances du renseignement seront également prises en compte. Nous devons garder à l'esprit que le régime israélien a donné tout ce qu'il avait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont frappé aussi fort qu'ils le pouvaient.
parce que leur objectif était de renverser l'État. Ils ont donc porté leur meilleur coup. Ils ont échoué, bien sûr, comme j'en étais certain, et comme je pense que beaucoup en étaient certains, même si l'Occident, pour une raison quelconque, est surpris de leur échec. Cela montre simplement à quel point ils connaissent peu l'Iran, à quel point leurs informations leur sont transmises par des gens qui n'y connaissent rien, ou par des gens qui disent ce qu'ils pensent que l'Occident veut entendre afin de toucher leur salaire, plutôt la seconde option. Oui, bien sûr. Ces soi-disant Iraniens qui travaillent avec l'Occident disent ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, les Iraniens n'ont pas montré ou n'ont pas utilisé leurs missiles les plus avancés. Ils disposent désormais de missiles encore plus avancés. Donc s'il y a une seconde vague, ce qui est tout à fait plausible, ce qui est tout à fait possible, je pense que ce sera pire pour les Israéliens. Mais certains de vos téléspectateurs pourraient se demander, alors pourquoi le ferait-il? Et cela revient à ce que je disais plus tôt. Le régime israélien n'agit pas de manière rationnelle. Cela s'explique en partie par la coalition de Netanyahou, en partie par l'idéologie du sionisme et en partie par les problèmes personnels de Netanyahou lui-même. Il a besoin de ces guerres, même si, à mon avis, cela détruit le régime israélien. Et cela pourrait détruire d'autres régimes. Vous avez parlé du Bahreïn. Ils vont écraser le peuple de Bahreïn, évidemment, pour l'instant. Mais les gens sont indignés. Regardez la flottille maintenant en Méditerranée. Partout dans le monde arabe, et aussi en Turquie, les gens se disent « Nos gouvernements ne font rien. Ils continuent d'avoir des ambassades ou de commercer ou de transporter du pétrole. Pourtant, des gens en Europe, en Malaisie et ailleurs font bien plus que nos gouvernements pour sauver le peuple de Gaza. » Ce qui est absolument vrai, d'autant plus que les habitants de la région sont plus en colère que ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est leur région. Ils le voient jour et nuit. C'est dans les actualités. Ils voient des Palestiniens s'exprimer. Ils entendent leurs cris en arabe et comprennent exactement ce qu'ils disent. Donc, ils perçoivent cela plus que quiconque. Mais ils constatent aussi que des personnes extérieures au monde arabe et à la Turquie font bien plus que leur propre gouvernement. Et cela, je pense, va compliquer la situation pour ces régimes. Ainsi, Netanyahou joue avec le feu. Il affaiblit le régime. Il a délégitimé le régime aux yeux de tant de personnes à travers le monde. Mais il suscite aussi de la colère partout dans le monde, et surtout dans cette région, avec ces dictatures familiales qui pourraient devenir incontrôlables. Qui est capable de mettre fin à cette famine, à ce génocide à Gaza selon vous? Qui peut exercer une pression à ce sujet? Vous savez, beaucoup de gens disent que c'est l'Iran et l'axe de la résistance. Et l'Iran fait tout ce qu'il peut. Le fait que le Hamas, le djihad islamique et les autres groupes soient encore capables de se battre après 2 ans, c'est parce qu'ils reçoivent de l'aide. C'est parce qu'ils obtiennent des machines, un soutien financier, des armes et d'autres moyens par des tunnels qui vont bien au-delà de Gaza, etc. Ce qui n'est évidemment pas bon marché. C'est très coûteux. Et bien sûr, l'Iran est sous sanction. L'Iran soutient Ansar Allah, les forces armées yéménites et la résistance au Liban. C'est un fardeau lourd. Et aussi, vous savez, l'Iran doit rester vigilant, car pendant la guerre menée par les Israéliens contre l'Iran, il s'agissait également d'un complot régional contre le pays. Ils espéraient que l'Iran serait affaibli et que des forces étrangères en profiteraient. Donc l'Iran doit rester fort. Il doit être capable d'être solide dans la région et en même temps de repousser le régime israélien pour contribuer à l'affaiblir. Les autres pays du voisinage ne cherchent pas à affaiblir le régime israélien. C'est un fait. Aucun de ces pays du Golfe Persique ne cherche à affaiblir le régime israélien.
Le Qatar ne cherche pas à affaiblir le régime israélien. Le Qatar est un atout des États-Unis. Al Jazeera n'est qu'une chaîne de télévision qui montre de la sympathie envers les Palestiniens à Gaza. Mais elle ne soutient jamais la résistance. La base américaine là-bas a été utilisée contre Ansar Allah au Yémen. Elle a été utilisée contre l'Iran. Et la Turquie coopère avec le régime israélien en Syrie depuis maintenant 14 ans. Et maintenant, ils se disputent le territoire. Et bien sûr, les Israéliens vont avoir le dessus parce que la Turquie a affaibli la résistance. Ils ont aidé les Israéliens. Et maintenant, ce sont les Israéliens qui ont l'avantage. La Turquie veut des parties de la Syrie pour elle-même. Enfin, la Turquie, je veux dire Erdogan. Et Netanyahou a sa propre vision de l'avenir de la région. Et bien sûr, Erdogan, il n'a jamais rendu la Turquie forte. Son économie dépend entièrement de l'Occident. On l'a vu lorsqu'il a arrêté un pasteur il y a quelques années, un pasteur américain. Trump, lors de son premier mandat, a menacé la Turquie et Erdogan s'est agenouillé et a remis le pasteur. L'Iran subit des sanctions de pression maximale, mais Erdogan a simplement été menacé et a obéi. Donc l'Iran se trouve dans ce voisinage. Ces pays n'aideront pas l'Iran. Ils vont agir contre l'Iran. Vous avez vu la République d'Azerbaïdjan, la dictature familiale des Aliyev. Il ne coopérera pas avec l'Iran. Il coopérera avec Israël contre l'Iran. Les pays du Golfe Persique agiront contre l'Iran. La Turquie, malheureusement sous Erdogan, agira contre l'Iran. L'Iran doit donc faire un exercice d'équilibre, soutenir la résistance, frapper durement le régime israélien, mais en même temps ne pas s'exposer à une menace qui pourrait venir de ces régimes régionaux. Malheureusement, l'axe de la résistance est seul dans la lutte contre le régime israélien. Ils sont héroïques, que ce soit le Hezbollah, la résistance irakienne et bien sûr l'Iran, mais ils font face à une force bien plus grande. Ils bénéficient d'un soutien populaire à travers le monde. On voit la flottille, ils veulent libérer le peuple palestinien. On voit des sondages partout dans le monde. On voit des gens boycotter des entreprises américaines, européennes, qui soutiennent le régime israélien. On voit cela partout dans le monde. Mais ces dictatures de la région, ainsi que le régime d'Erdogan et celui d'Aliyev, n'aideront pas l'axe de la résistance. Ils font exactement le contraire. Je pense qu'avant de conclure, il est important de parler du Hezbollah et de la situation actuelle du Hezbollah. Après toutes ces souffrances, je dirais que l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah a été un événement majeur. Personne ne peut ignorer l'ampleur de cet acte. Comment voyez-vous le Hezbollah aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la perte du chef du Hezbollah, du commandant du Hezbollah, il s'agit aussi de la pression que l'Occident essaie actuellement d'exercer sur le Hezbollah. Comment percevez-vous le Hezbollah aujourd'hui? How do you find Hezbollah today? Yes, the difference between Hezbollah and Hamas. Oui, la différence entre le Hezbollah, le Hamas et Ansar Allah est que le Hezbollah ne contrôle pas son propre territoire. Le Hamas et ses alliés contrôlent Gaza. Même aujourd'hui, dans les zones qu'ils contrôlent, ils les contrôlent en sous-sol. Ils construisent ce réseau depuis de nombreuses années. Ansar Allah au Yémen contrôle la capitale. Ils contrôlent la plupart des zones importantes du Yémen. Les mercenaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats contrôlent des parties plus petites. Et puis il y a le désert, qui n'est pas densément peuplé, donc Ansar Allah le contrôle. Le Liban n'est pas comme ça. Avec le Hezbollah, il y a un village qui est favorable à la résistance. Dans le village suivant, il y a des personnes affiliées aux forces libanaises, les fascistes qui ont perpétré le massacre de Sabra et Shatila, tuant 3000 personnes en 1982 aux côtés du régime israélien. Il y a des alliés du régime israélien au Liban qui occupent des postes clés
et sont très proches des ambassades occidentales. Donc, il y a des dizaines d'ambassades occidentales. Et puis, il y a ces régimes dont je vous ai parlé dans la région, les Saoudiens. Les Saoudiens font tout leur possible pour saper la résistance au Liban. Ils sont profondément impliqués dans ce qui se passe actuellement au Liban. De plus, la Turquie sous Erdogan a sapé la résistance à sa manière. Les Saoudiens agissent à leur manière. Ils sont totalement engagés. Leur objectif est de lutter contre la résistance, pas contre Israël. Actuellement, on voit Jolani ou Al-Sharq répéter aux Israéliens et à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'il est contre le Hezbollah. Mais il n'est pas contre Israël. Il essaye de conclure un accord avec Israël. Il tente de normaliser les relations, ce que le gouvernement précédent n'aurait jamais fait. Ainsi, le Hezbollah se retrouve encerclé par cette coalition, les Takfiris, les sionistes et les factions affiliées à l'Occident à l'intérieur du Liban. Le Hezbollah a toujours eu ce problème. Ce n'est pas nouveau. So Hezbollah has always had this problem. This is not new. They have to fight under those circumstances. Ils doivent donc se battre dans ces circonstances. Ils doivent résister dans ces circonstances. Selon les sondages, la majorité des Libanais soutiennent la résistance. Et cela inclut les musulmans, chiites et sunnites, les chrétiens et les druzes. La majorité soutient la résistance. Et les récentes élections locales l'indiquent également. Mais ils font face à une force très puissante. Ils affrontent la richesse pétrolière, la richesse gazière, ils affrontent l'OTAN. Ils affrontent essentiellement 50-60 pays qui travaillent ensemble contre la résistance. C'est bien plus difficile que la situation, pas maintenant à Gaza, mais avant le 7 octobre. À Gaza, le Hamas contrôlait l'ensemble du territoire. Ils pouvaient construire leur infrastructure et la garder secrète. C'était eux qui étaient aux commandes. Et Sadrallah aussi, il contrôle ces terres. Mais il n'y a aucun endroit au Liban où le Hezbollah peut dire « c'est le territoire du Hezbollah et personne d'autre n'est ici ». C'est un pays où les ennemis du Hezbollah sont présents partout et les agences de renseignement occidentales les soutiennent. Mais le Hezbollah reste fort. Il se prépare à la guerre et il se prépare, d'après ce que je comprends, à la nouvelle génération de conflits, une guerre plus avancée, telle que nous la voyons évoluer aujourd'hui, avec l'IA et les nouvelles technologies. Je n'ai aucun doute que si le régime israélien lance une nouvelle attaque contre le Liban, il ne gagnera pas. Et ce sera grâce au Hezbollah. Nous devons garder à l'esprit que les Américains et les Européens ne permettront jamais aux forces armées libanaises de défendre le Liban. Le Liban ne dispose d'aucune défense aérienne. Pourquoi? Parce que les Américains et les Européens ne les laissent pas en avoir. Ils n'ont aucun moyen militaire pour protéger le pays contre le régime israélien. C'est intentionnel. Donc s'ils parviennent à désarmer le Hezbollah, c'est uniquement pour que les Israéliens puissent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent un Liban faible, une Syrie faible, une Jordanie faible, une Égypte faible, un Irak faible, une Arabie saoudite faible, etc., afin qu'Israël puisse régner en maître. Et nous savons maintenant que Netanyahou l'a dit ouvertement, quelque chose que nous savions depuis toujours, mais qu'il affirme désormais publiquement, qu'ils poursuivent un projet de grand Israël. Je pense que ce que le Hezbollah essaie de faire, c'est d'éviter également des frictions internes avec le gouvernement, car ces forces cherchent à semer le chaos au Liban et peut-être même à tuer des gens. Mais le Hezbollah fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter cela. Rappelez-vous, ces takfiris salafistes et wahhabites, dès le début, ils étaient des instruments de l'OTAN et de leur soutien, financés en Occident et ailleurs, financés par des dictatures du Golfe Persique, des dictatures riches en gaz, des dictatures riches en pétrole, et leurs alliés ailleurs. Ils ont toujours été des outils de l'Occident. Toutes les attaques, toutes les destructions,
Le renversement de la Libye a été mené avec l'aide du Qatar et avec l'aide d'Al-Qaïda. L'attentat de Manchester, le jeune homme qui a assassiné tous ces enfants innocents, était affilié à ces extrémistes. Donc parfois ces choses arrivent, mais en général ils contrôlent ces organisations, ils contrôlent ces terroristes. C'est comme ça depuis le début. C'est pourquoi les Israéliens soutiennent l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie. C'est pourquoi, comme nous nous y attendions, Shara allait conclure un accord avec les Israéliens, parce qu'il est leur homme. Il est, vous savez, du Qatar et membre de l'OTAN. Et ils ne feront jamais rien dans cette région qui soit contraire à la politique étrangère des États-Unis. Ils ne le feront pas. Et quelle est la politique étrangère des États-Unis? C'est la politique étrangère israélienne. Dans notre région, la politique étrangère des États-Unis signifie la politique étrangère israélienne. Le Qatar ne fera jamais un pas contre les États-Unis. Erdogan ne fera jamais un pas contre les États-Unis, ni aucun de ces autres gouvernements de la région, tant que les mêmes personnes que nous voyons sont au pouvoir. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils utilisent les mêmes personnes, wahhabites et salafistes, en Occident, pour montrer « voilà l'islam, voilà ce qui se passe au Royaume-Uni ». Non, je veux dire, ce sont les mêmes personnes extrémistes qu'ils soutiennent. Ils les utilisent pour dire « regardez, voilà les musulmans ». Non, ce sont vos musulmans. Ce sont les gens que vous avez soutenus. Et regardez en ce moment, en Syrie, ils ne tirent pas une seule balle sur les soldats israéliens qui occupent d'immenses parties du pays. Mais ils tuent des chrétiens, ils tuent des alaouites, ils tuent des druzes. Et c'était le plan depuis le début. Pourquoi ont-ils soutenu ces gens en Syrie? Pourquoi les ont-ils privilégiés par rapport à la soi-disant armée syrienne libre? Parce que lorsqu'ils arriveront au pouvoir, ils aideront la Syrie à imploser. Parce qu'ils sont les plus intolérants. Ils sont comme les sionistes. Ils considèrent les autres comme de la vermine. Alors ils marginaliseront les alaouites, ils marginaliseront les chrétiens, ils marginaliseront les Kurdes, ils marginaliseront les Druzes. Où cela mène-t-il? À l'implosion. C'est la balkanisation. C'était le plan depuis le début. Hein? Exactement. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. C'est obstrovona. Merci beaucoup de m'avoir invité.